Brésil, dans la région de Bahia. Celle-ci est très vaste, mais elle est aussi très riche en espèces de Plantacéphalium. Et parmi toutes ces espèces, il y a l'espèce Melocactus ernesti. Il faut dire plutôt le groupe des Melocactus ernesti. Dans les années 1970, je semais cette espèce de Melocactus ernesti. 50 années ont passé et mes 2 pieds de Melocactus ernesti type sont en fin de course. Ils commencent à maigrir et cela se passe souvent sur des plantes en bonne santé, quand le céphalium a atteint la même hauteur que la plante. Et cela se passe pour 90% des espèces de Melocactus. Et il est très intéressant de comparer mes 2 Melocactus ernesti dans ma collection avec des images de la même espèce mais prises sur site. La forme allongée du corps de la plante et le céphalium sont identiques à l'espèce que j'ai dans ma serre. Donc il n'y a pas d'erreur d'identification. Mais Christophe nous a ramené aussi des photos du Melocactus ernesti, mais celui-ci est méconnaissable. Il est trapu, très bas et ils n'ont rien à voir avec les images précédentes. Et dans les années 1970, je recevais aussi des graines du Melocactus gloxianus, Melocactus armatrophus, dont le corps de la plante était vraiment cylindrique. Ces 2 espèces sont très différentes des images précédentes. Et pour avoir pratiqué pendant très longtemps des semis de ces espèces, je peux affirmer que ces critères de la forme de la plante sont toujours identiques. Ernesti, gloxianus ou armatrophus. Et toujours dans les années 1970, je recevais des graines étiquetées comme Melocactus erythranthus. Et pendant leurs années de croissance, j'étais émerveillé par cette espèce, par la longueur des aiguillons, car certains avaient atteint 15 cm de longueur. J'étais aussi émerveillé par les coloris de ces aiguillons, allant du rouge vif au jaune. En plus des critères de couleur de ces aiguillons, il y avait les critères de la forme. Les aiguillons de la base des aréoles étaient tantôt très longs, tantôt rectilignes et tantôt recourbés. Et parmi toutes les espèces de Melocactus, celui-ci, Melocactus étiqueté ernesti, était pour moi l'une des plus belles espèces de ce genre. Aussi, sur mon semis, j'avais gardé une vingtaine de pieds, tous plus ou moins différents les uns des autres, et toujours avec cette couleur très vive des aiguillons. Le premier constat que je faisais avec cette espèce, c'est qu'elle était très fragile. Elle perd facilement les racines, même avant l'apparition du céphalium, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des Melocactus, qui, en général, commencent par perdre les racines quand le céphalium apparaît. Et pendant ces longues années d'attente avant l'apparition du céphalium, je continuais d'admirer les coloris de cette spination. Et suivant les pieds que j'avais conservés au bout de 10 à 15 ans, le céphalium s'annonçait dans une débauche d'aiguillons très colorés et très denses. C'était l'annonciation de la venue du céphalium. Un constat que je faisais tous les pieds que j'avais conservés de cette espèce. Dès l'apparition du céphalium, ils étaient tous de forme sphérique. Une autre observation, la plupart des pieds, 2 à 3 ans avant l'annonciation du céphalium, commençaient par diminuer la longueur de ces aiguillons. Mais cette observation n'a pas été identique pour chaque pied, donc elle est variable. Sur ce pied, le céphalium commence à apparaître et les aiguillons sont toujours aussi longs. Et enfin, le céphalium apparaissait et comme je n'avais aucune information sur cette espèce, je savais par expérience que dès l'apparition du céphalium, en général ils sont tout blancs. Et je commençais à espérer que cette espèce donnerait un céphalium blanc, ce qui n'est pas très courant. Mais au bout de 3 à 4 ans, je dus me mettre à l'évidence, le céphalium de cette espèce est rouge. La floraison est très dense journalièrement et pendant tout l'été,
Les fleurs sont petites et autofécondes et donnent une multitude de fruits. Mais il y a un critère inamovible dans toutes ces espèces de melocactus que je viens de citer, particularité qui est propre à toutes ces espèces. Les fruits ne sont jamais totalement injectés, ils restent accrochés au céphalium, ce qui les rend très laids et peu spectaculaires, je dirais aussi presque franchement désagréables. Cette particularité qui ne se produit qu'en serre, car sur site, les oiseaux mangent ces fruits au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Et dans ma serre, pour obtenir les céphaliums propres, il faut enlever ces fruits, ils sont très nombreux et ce n'est pas facile. Et cette particularité ne se produit dans ma serre que sur tous les melocactus associés au groupe Ernesti, alors que l'ensemble des melocactus dans nos serres injectent les fruits, ils ne restent pas accrochés au céphalium. Et avec tous ces détails, je vais conclure que cette espèce Melocactus erythranthus mérite son appellation de Melocactus ernesti variété erythranthus, même si actuellement, comme d'habitude, on change sans arrêt les appellations des plantes. Elle est baptisée Melocactus ernesti longispinus. Avec cette image de 3 Melocactus erythranthus, le premier à gauche, plante normale, âgé de plus de 40 ans, le sujet du centre, qui a le même âge, mais dont le céphalion est mort, et au bout de 4 à 5 ans, les deux rejets ont développé un céphalium. Le troisième pied d'Erythranthus, le céphalion, a développé une dichotomie. Avec cette très belle dichotomie, et sur ces 3 pieds d'Erythranthus, je conclurai que toutes mes observations sur ces espèces, ou ces variétés, sont le fruit de plus de 50 ans de spécialisation sur les plantes à céphalium. J'en conclus que les meilleures identifications ne peuvent être faites que par des personnes qui vivent sur site, à condition qu'ils fassent des semis des espèces pour en contrôler la stabilité. Picous, ça va pas aujourd'hui, tu es bien pâle. Je suis pas content, j'ai proposé ma bourse à l'Arche de Noé et ils m'ont refusé, ils ne la veulent pas. Ce monsieur se permet de consommer mes amis en tisane et qu'il s'amuse pas de venir même en force, nous sommes armés et il sera mal reçu. Oyez, oyez! Ce mois-ci, nous continuons nos publications mensuelles avec nos 6 vidéos et plus de 200 photos. Et je voudrais vous parler des problèmes que rencontrent toutes les associations traitant des plantes succulentes. En 1992, quand nous avons créé notre association, nous échangions nos publications avec de nombreuses associations d'Europe et d'ailleurs. Et ces publications, nous les avons stockées dans notre centre de documentation. Puis, Internet est arrivé et toutes les associations qui faisaient des publications écrites ont commencé par diminuer leur nombre d'adhérents et puis par disparaître. Et tout est lié, sans publication des associations, le monde de l'horticulture spécialisée sur les plantes succulentes souffre à leur tour. Heureusement, notre association a eu dès son départ 2 idées lumineuses. Créer un centre de documentation et une photothèque associative. Qui nous a permis de résister à Internet, ça a été la photothèque et la vidéothèque.
Maintenant, nous observons à ce sujet ce qui se passe sur Internet et au fil des mois, nous comparerons les publications sur Internet au sujet des plantes succulentes et les publications de l'Arche de Noé. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Vous pouvez nous poser des questions et nous vous répondrons. Il y a 3 options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnée des aventures de Picous. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet, celui-ci appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes. Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payez une cotisation de 20 € par an, par chèque libellé à fax. Que vous soyez amateur de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces 3 options.